Ben là, il est 14h01, on est à 21 personnes, on va commencer. Bonjour, merci à toutes et tous d'être présents pour ce rencard qui est organisé par Maxti et les 4 centres de culture scientifique de Nouvelle-Aquitaine. Je suis Léa Sabugo, chargée du réseau Aquitain ACAP Science, et donc je vais être chargée d'animer le rencard. Alors, si ça ne vous dérange pas, en fait, le rencard va être enregistré. Donc, vous pouvez couper les vidéos. Vous pouvez couper votre vidéo si vous ne voulez pas être enregistré. Est-ce que vous m'entendez toutes et tous bien? Ok, super. Hop. Et est-ce que vous voyez bien mon partage d'écran? Ok. Donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, le rencard du réseau, c'est un rendez-vous bimestriel de rencontre entre les acteurs de culture scientifique de Nouvelle-Aquitaine. Et l'objectif, c'est vraiment un moment de rencontre et d'appréhender à chaque fois une nouvelle thématique. Aujourd'hui, la thématique sera donc sport et sciences. On sera ensemble pendant 1 heure à 1h15. Il y aura 3 intervenants et intervenantes que je vous présenterai dans un second temps. Et chacun et chacune auront 15 minutes de présentation. Donc, ce sera l'occasion de présenter leur structure et leur mission. Et à la fin, il y aura un temps d'échange où vous pourrez poser vos questions et échanger sur vos expériences. Voilà. Et au cours du rencard, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main ou à poser les questions directement sur le chat. On y reviendra tout à l'heure. Donc, avant de laisser la parole aux intervenants et intervenantes, nous allons voir du coup en quoi le sport paraît être une porte d'entrée à la médiation scientifique. Aujourd'hui, on voit que le sport, c'est un sujet qui intéresse et qui a une place importante dans l'actualité, avec la Coupe du Monde, par exemple, de football au Qatar, qui était un événement sportif, mais aussi un événement qui était politique et qui a soulevé de nombreuses interrogations sur l'environnement, mais aussi sur les sciences sociales et humaines. Il y a aussi la Coupe du Monde féminine de football, le rugby, les JO 2024. Et aussi, ça a une place importante dans nos vies au quotidien, avec vraiment le souhait de prendre soin de notre santé. Et on a vu, selon une étude en 2021, l'étude de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, qui a révélé que depuis le Covid, le sport a eu un impact significatif sur la pratique du sport en France. Et pour rappel, celles et ceux qui ne le savent pas, le thème de la fête de la science cette année, donc ce sera sur le sport et sciences. Euh, pour que vous puissiez vous en rendre compte un peu mieux, selon une enquête réalisée par l'INSEE en 2019, 70% des Français pratiquent une activité sportive régulière, donc au moins une fois par semaine. Et les jeunes sont les plus sportifs. 83% des 15-29 ans pratiquent une activité sportive régulière contre 53% des plus de 65 ans. Donc là, ce qu'il y a d'intéressant, c'est justement la cible des 15-29 ans, qui est un public que l'on souhaite toucher et qu'il semblerait que donc, le sport soit une porte d'entrée à la médiation scientifique. Donc pour échanger autour de ces questions, nous avons la chance de recevoir 3 intervenants et intervenantes. Donc Geneviève Feuillade, qui est professeure de l'Université de Limoges, responsable de la spécialité génie de l'eau et environnement de l'ENSI et qui va nous présenter Imaginex Sciences et Sport, donc qui est située à Limoges. Léonie Paché, docteur en biomécanique et chargée de mission en recherche et développement au CRIT Sport Loisirs à Châtellerault. Donc, elle vous décrira la structure. Donc, le CRIT, qui est un centre régional d'innovation et de transfert de technologie, et ses missions. Et ensuite, Valentin, qui prendra la parole dans un troisième temps, qui est chargé de médiation scientifique à Cap Science, à Bordeaux. Il travaille avec en partenariat avec de nombreux acteurs du territoire, et notamment des acteurs liés au sport. Donc, bonjour à tous les 3, et merci pour votre présence. Vous avez chacun et chacune 15 minutes d'intervention et je vous ferai un petit signe au bout de la 14e minute pour vous rappeler qu'il reste 1 minute. Hop, je vais me déconnecter. Et Geneviève, si vous voulez bien prendre la parole, peut-être partager votre présentation. Oui, merci Léa. Donc, je vais remettre la présentation. Je vous laisse faire.
partager l'écran. Je pense que vous pouvez, oui, avec le PowerPoint. Est-ce que vous voulez que je la partage moi de mon côté, si vous voulez? Non, je vais y arriver normalement. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais plus. Hop. Ok, c'est bon. Voilà, là, ça s'affiche. J'essaye de mettre en plein écran. Oui. Ouais, c'est ok. C'est bon? Est-ce que tout le monde voit et m'entend? Oui, c'est super, on est en plein écran et on vous entend bien. Parfait. Écoutez, merci à vous. Merci de m'avoir convié pour parler de l'expérience Imaginext. Alors, c'est un projet qui actuellement est terminé, mais qui a une seconde vie dans le sens où les supports et tout ce qui a été créé sont aujourd'hui valorisés via Recreation, qui est le CCSTI, donc implanté sur Limoges et donc qui est plus particulièrement sur l'ex-territoire limousin. Donc, pour vous expliquer ce qu'est Imaginext, en fait, l'idée était née dans les années 2010, hein, il y a un peu plus de 10 ans, d'essayer de porter un projet un peu d'envergure pour valoriser la culture scientifique sur le territoire du Limousin, parce qu'il y avait un CCSTI qui était constitué d'un petit nombre de personnes très actives sur le territoire, mais avec quelques difficultés de par sa taille à porter des projets d'envergure. Donc, à ce moment-là, l'université Recreation avait décidé de s'associer et d'essayer de répondre au projet d'investissement d'avenir en choisissant une thématique qui était la thématique sciences et sport et en essayant de la typer par rapport au territoire et de proposer, donc, de décliner des actions de culture scientifique autour de ce sujet-là. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a répondu conjointement avec Recreation comme partenaire en allant chercher des fonds au niveau des investissements d'avenir, mais aussi sur des fonds FEDER et sur des fonds des coporteurs. Et donc, on a développé le projet Imaginext, hein, donc, qui est un projet qui a démarré en 2015, qui s'est terminé fin 2019. Ensuite, on est rentré dans cette période Covid où on n'a pas trop pu valoriser tout ce qui avait été produit, mais aujourd'hui, donc comme je vous le disais, Recreation, ça a récupéré l'ensemble des supports pour pouvoir en faire de la valorisation. Alors, dans l'idée d'Imaginext, c'était de mettre en place des ateliers scientifiques. Donc, c'était vraiment le cœur du projet, des ateliers scientifiques qui soient sur des domaines sportifs qu'on avait identifiés comme étant des domaines plutôt assez forts ou présents sur notre territoire, donc qui étaient le tennis, le basket, les sports d'eau et les sports équestres. Donc, à chaque fois, il y avait une raison pour laquelle on l'avait choisi. Et derrière, on a aussi identifié tous les domaines scientifiques qui étaient plus particulièrement développés, alors entre autres au sein de l'université, pour pouvoir avoir un pool d'étudiants impliqués, donc, puisque l'objectif, c'était de les faire participer au projet. Donc, on avait identifié l'électronique, la partie matériaux, santé, environnement et le génie civil. Donc, pour ça, on a décidé de décliner sur des phases qui duraient pendant 1 an la mise en œuvre d'ateliers scientifiques avec, donc, pour chaque phase, un sport de référence et des domaines scientifiques, donc tous les domaines scientifiques cités qui étaient redéveloppés. Donc, on a mis en place des ateliers, 2 catégories, des ateliers qu'on a appelés des ateliers récurrents, c'est-à-dire que pendant un minima 4 mois et plutôt sur une durée de 8 mois, on avait toutes les semaines des ateliers qui étaient menés avec des jeunes. Et ces ateliers pouvaient être menés avec des jeunes pendant la pratique sportive, c'est-à-dire que là, on conventionnait avec des clubs, avec des ligues, ou pendant alors des temps d'animation du mercredi, mais en tout cas avec quelque chose qui était vraiment sur la récurrence. Ce qu'on a appelé des ateliers ponctuels, c'était des ateliers dans lesquels on avait en fait, par exemple, pendant 2-3 jours, des animations qui étaient faites ou même pendant une journée, où on réinvestissait en fait tout ce qui était développé pendant l'année dans les ateliers récurrents. Donc ici, vous avez à l'écran un schéma qui vous permet de voir le nombre d'ateliers récurrents et d'ateliers ponctuels qu'on a développés pour chacune des phases. Et au total, donc, le nombre total d'ateliers qui ont pu être réalisés sur
sur l'ensemble, alors plutôt de participants pour chacun de ces ateliers, mais le nombre total de séances d'ateliers scientifiques sur la durée était d'environ 350. Le nombre total de jeunes qui ont été impliqués, c'est 1800 jeunes, donc entre 2015 et 2019. Et sur du ponctuel, sur des événements ponctuels, on est arrivé jusqu'à un total de 12 000 participants. Donc, en fait, ce nombre d'ateliers, il a bien sûr évolué au cours du temps. On a essayé d'évaluer en fait le ratio sur le nombre de participants moyen par type d'atelier. Et sur les ateliers récurrents, on était sur une moyenne de 13-14 participants. Sur le ponctuel, sur des moyennes de 38 participants. Et quand on faisait d'événementiel, on était plutôt sur des événements qui allaient toucher à peu près 1000 participants. Alors, dans ces ateliers récurrents, c'est là qu'on a essayé de privilégier une pédagogie, un apprentissage pour faire le lien entre les sciences et le sport. Donc, cet apprentissage s'est traduit par un volume assez important d'heures, puisque sur les ateliers, globalement, c'est une centaine d'heures par an qu'on a mis en œuvre, donc plus de 460 heures d'animation sur l'ensemble du projet. Et il faut savoir que chaque animation correspondait à une activité différente. Donc, pour réaliser tout ça, bien sûr, on s'est appuyé sur le socle de formateurs qu'on avait au sein de Récréasciences et au sein de l'université. Et puis, on a cherché à impliquer un nombre important d'autres intervenants. Donc, c'est à peu près 240 intervenants complémentaires qui ont participé au projet. Donc, si on regarde justement ces intervenants, comment ils se répartissent, eh bien, on voit qu'on a bien sûr des professionnels de la culture scientifique, qu'on a des entreprises innovantes qui se sont impliquées dans le projet, qu'on a un nombre important d'étudiants, et puis des universitaires, donc des enseignants-chercheurs, des personnels techniques et des encadrants sportifs, puisque, comme je vous l'ai dit au début, on a travaillé avec les clubs sur le territoire. Donc, dans ce qu'on a réalisé, l'idée, c'était de toucher les jeunes. Donc, ici, vous avez un graphique qui vous permet de voir le nombre de participants par classe d'âge. Globalement, on voit que c'est surtout la classe d'âge 11-14 ans qui a prédominé dans l'ensemble des ateliers qu'on a mis en place. Donc, ces ateliers, comment ils se déclinaient? Eh bien, en fait, pendant, par exemple, une séance sportive, un entraînement de basket ou un entraînement de tennis, l'enseignant acceptait qu'il y ait un temps spécifique qui soit dédié à la mise en place d'expérimentations scientifiques sur, si on prend le tennis, eh bien sur le tennis. Donc, en début d'année, donc on a d'abord travaillé avec les ligues, puis après avec les clubs, pour identifier quels clubs étaient partants pour participer. On a rencontré les équipes dirigeantes dans ces clubs. On a défini avec eux sur quelle séance on allait intervenir, avec quel enseignant, quelle classe d'âge. C'est eux donc qui nous ont identifié les séances. Et l'idée étant que sur un cours récurrent qui démarre en septembre et qui finit au mois de mai-juin, on ait systématiquement une intervention scientifique en début, en fin, au milieu de la séance. Donc ça, c'était calé à chaque fois avec les enseignants. Les intervenants étaient donc des étudiants de l'Université de Limoges. Et quand, par exemple, on prend l'exemple d'atelier sur le tennis, eh bien, on a développé, avec les étudiants qui travaillaient qui font des études en matériaux, par exemple, la compréhension des différents matériaux, l'évolution des matériaux sur la raquette, sur les cordages, mais aussi la résistance du cordage, sa composition en tant que telle, multifibre ou non, les évolutions aussi entre les boyaux de bovins et puis les nouveaux matériaux qui ont été développés par la suite, les problématiques d'humidité sur le cordage, tout ça, ils l'ont abordé par le biais d'expérimentations scientifiques. La rupture d'un cordage, les notions de tension, donc à chaque fois, il y avait des notions scientifiques. Ensuite, ils ont par exemple abordé les objets connectés. Eh bien, qu'est-ce qu'un objet connecté? De quoi il est constitué? Donc, ils ont observé, démonté des objets connectés pour voir quelle était la composition. Et puis, qu'est-ce que le transfert du signal? Comment un signal se transfère? Qu'est-ce qu'un émetteur, un récepteur? Et ensuite, ils l'ont mis en application avec des objets connectés, spécifiquement donc sur leur domaine d'activité.
Voilà, c'est pour donner des exemples. Donc, à chaque fois, on faisait un programme annuel. Les étudiants n'étaient pas formés à la pédagogie, mais par contre, ils préparaient la séance en amont. Ils savaient quel était le contenu de la séance. Imaginex s'occupait de structurer ces séances, mais c'était les étudiants qui étaient les maîtres de leur pédagogie. Donc, on était quand même sur une pédagogie très participative, expérimentale aussi, et sur lesquelles il n'y avait pas, il y avait une approche qui n'était pas programmée à l'avance, mais bien c'était l'étudiant pendant sa séance qui avait beaucoup de spontanéité sur la façon de le présenter. Donc, globalement, le constat, c'est que c'est surtout la classe d'âge 11-14 ans qui a été la plus représentée. Pourquoi elle a été la plus représentée? Parce que, tout simplement, les entraîneurs sportifs sont ceux qu'ils ont davantage sollicités. Ils ont trouvé que le projet s'adaptait plus à cette classe d'âge. Et le constat était aussi, dans toutes les expériences qui ont été menées avec la classe d'âge 15-18 ans, c'est qu'il était plus facile de les sensibiliser pour des actions ponctuelles plutôt que pour des actions récurrentes sur du très long terme. Dans les étudiants qui se sont engagés, puisque c'est à peu près 150 étudiants en tout qui ont participé au projet Imaginex, on avait une majorité de garçons, c'était à peu près 60%, mais malgré tout 40% de filles, ce qui est bien parce que dans les formations scientifiques, on dit souvent que il y a moins de filles, surtout quand on est sur des sciences plus physiques où il y a plus, notamment quand on parlait des objets connectés, de l'électronique. Et là, on retrouve quand même majoritairement des garçons dans les formations, mais on a quand même sensibilisé 40% de filles. En termes de participants, donc les jeunes sportifs qui ont participé, on a une moyenne de 46% de filles, alors avec en moyenne, avec une variation en fonction des phases, sachant qu'en phase 2, on avait mis en place une démarche plus spécifique avec les clubs de basket pour avoir un pourcentage de filles plus important. Globalement, ce pourcentage de filles qui ont participé au projet Imaginex est plus important que le pourcentage de licenciés qu'il y avait, de filles licenciées qu'il y avait dans les clubs. Le constat qui a été fait aussi, c'est que les filles ont adhéré plus spontanément à la démarche scientifique qui leur était proposée, plus spontanément en tout cas que les garçons. Ensuite, donc, ce projet, il avait aussi pour ambition d'essayer d'aller porter de la culture scientifique dans des territoires, dans un territoire rural, qui est le Limousin. Donc, on a essayé de développer des ateliers à la fois en Haute-Vienne, en Corrèze et en Creuse. Donc, où c'était plus compliqué, c'est que sur la récurrence, il fallait que les étudiants se déplacent systématiquement sur la Creuse ou sur la Corrèze quand il n'y avait pas de formation de proximité. Mais on l'a organisé avec cette fréquence à peu près toutes les semaines. Il y avait des ateliers. On voit qu'on a développé plus d'ateliers, par exemple, en Creuse qu'il n'y avait en proportion de participants. Donc, ça signifie que le ratio des participants par atelier était moins important, mais ça correspondait aussi à notre souhait d'avoir un encadrement plus élevé en zone rurale pour offrir donc une démarche scientifique plus marquée. L'idée aussi était de générer beaucoup d'innovation auprès de ce jeune public qui parfois est géographiquement éloigné de la culture scientifique. Et on a incité nos partenaires qui étaient des entreprises innovantes à aller mettre en place des ateliers spécifiquement, y compris dans ces zones un peu plus éloignées. Donc, si on regarde l'ensemble des bénéficiaires d'origine rurale, donc si on sort des grandes villes et qu'on va, parce que même en Haute-Vienne, en Corrèze, on a des zones très, très rurales. Donc, en fait, on a 35%, un peu plus du tiers de nos participants qui étaient d'origine rurale. Geneviève, si je peux, du coup, il vous reste plus que 2 petites minutes, du coup. Ok, donc là, je vais passer très vite sur les partenaires. Ce qui est important, c'est de voir que dans nos partenaires, on avait à la fois des associations, des clubs, des entreprises privées, des entreprises innovantes. On a eu aussi quelques collèges, lycées qui ont participé à l'opération, mais majoritairement des partenaires hors du champ de la CSTI, parce que l'idée, c'était vraiment de mettre en place un projet qui sorte de la posture d'apprenant classique et qui permette de travailler avec des gens qui ne sont pas obligatoirement dans une pédagogie à l'état initial.
Alors pour ça, on a développé des outils de médiation. Dans les outils de médiation, je vais essayer d'y aller directement via les photos. Donc on a entre autres, par exemple, des, des panneaux de jeu. On a une tablette aussi de jeu, une tablette interactive. On a développé donc un nombre important d'ateliers qui nous ont permis d'acquérir des objets ou des supports pour faire de l'animation. Donc ici, vous voyez les panneaux. Ici, le quiz qu'on a développé sur tablette, sur la partie tennis et basket. Et puis, on a développé des films de réalité virtuelle avec tout un espace réalité virtuelle et des tables de jeu. Et on a aussi mis en place systématiquement de la sensibilisation à l'environnement et au développement durable par des actions spécifiques, dont certaines où on a eu la chance d'avoir Yannick Noah comme partenaire, mais aussi des actions avec des entreprises innovantes, par exemple sur la récupération des plastiques dans les plans d'eau. Et on a mis en place aussi un concours pour chacune des phases d'un concours art, sciences et sport où l'idée c'était de développer un support qui puisse retraduire en fait la relation entre les sciences et le sport et la représentation artistique. Voilà, j'espère que je n'ai pas trop dépassé le temps qui Non, m'est imparti. merci beaucoup pour cette présentation et pour la présentation de toutes ces actions menées. Et Léonie, je vous laisse prendre la parole si vous voulez bien. Alors, je pense que Geneviève, vous devez peut-être départager pour que Léonie prenne le relais. Il faut juste que je reprenne. Hop, c'est bon? Super, merci beaucoup. Ok, donc vous m'entendez bien? Oui, on vous entend très bien. Et vous voyez mon diapo? Oui, on le voit, tout roule. Donc Léonie, donc, je vous laisse prendre la parole. Et donc, pour rappel, c'est le CRIT Sport et Loisirs. C'est ça. Donc, bonjour à tous, Léonie Paché. Donc oui, j'ai un doctorat en biomécanique et je suis au CRIT là maintenant depuis, ça va faire un an et 3 mois, depuis l'année dernière. Et je travaille donc sur tout l'aspect recherche et développement et aussi ingénierie éducative du CRIT Sport Loisirs. Donc, le CRIT, qu'est-ce que c'est? Un centre régional d'innovation et de transfert technologique. Donc, nous, notre travail, en fait, c'est d'amener des ressources technologiques, des compétences innovantes auprès des entreprises de sport et de loisirs. Donc, toutes les entreprises qui veulent développer des produits autour du sport, que ce soit, je ne sais pas moi, des airbags de moto, ça peut être des vélos, ça peut être plein d'éléments différents, du loisir aussi, des trampolines, et cetera. Et on a une spécificité, c'est que nous, le CRIT, en fait, on est adossé à un laboratoire de recherche qui est spécialisé en analyse du mouvement humain. Donc, c'est l'équipe robotique, biomécanique, sport, santé à l'université de Poitiers, à l'Institut Péprime. Et donc ici, dans ce laboratoire, là où j'ai donc fait ma thèse, on travaille sur tout ce qui est analyse du mouvement, ergonomie, du poste de travail, analyse, du mouvement sportif, du mouvement, dans le domaine clinique, et cetera. Donc on amène aussi toutes ces compétences, nécessaires aux entreprises parce qu'on est aussi très proche des industries par l'intermédiaire des équipements de protection individuelle. Donc tac. Je vais vous montrer. Donc voilà, on a, aussi une spécificité au CRIT, c'est qu'on va suivre l'entreprise du développement de son produit ou d'un algorithme ou d'un logiciel jusqu'à la mise sur le marché. Donc nous, on a des bancs d'essai, qui permettent de tester les produits et cetera pour vérifier qu'ils sont bien conformes, aux normes, françaises et européennes pour pouvoir le mettre sur le marché européen et depuis peu sur le marché du Royaume-Uni. Et donc avec la région Nouvelle-Aquitaine et l'équipe robotique biomécanique sport santé, on a développé donc une partie classe sciences et sport dont je vais vous présenter un petit peu l'historique puisque je suis coordinatrice de ces classes-là au CRIT. Hop. Donc oui, alors là, je faisais un petit balayage des produits plutôt qu'on testait au CRIT. Donc vous avez des casques, vous avez aussi des trampolines où on fait tomber des masses. En fait, nous, tous les produits neufs qu'on récupère dans les usines, on les casse et on vérifie que ça casse au bon moment. Voilà, et que ça protège bien.
Pareil, donc lunettes, vélo, etc. Donc l'historique des classes sciences et sport, en fait, il y a, un petit peu plus d'une dizaine d'années, Alain Juncker donc a souhaité mettre en place, un espace de transmission entre le domaine de la recherche et les collégiens principalement. Donc il a été créé, ce qu'on appelait les classes olympiques sciences et sport à la fac des sports. Donc c'est-à-dire qu'on accueillait, enfin pas moi, mais le CRIT accueillait des classes de collège dans la fac, des sports, dans les gymnases, et ils mettaient en place des ateliers avec des chercheurs pour, en fait, faire passer toutes les connaissances qu'on a en analyse du mouvement et du sport et toutes les notions qu'ils apprennent, en fait, en cours, montrer comment est-ce que ça s'applique, dans le domaine sportif. Donc on utilise, en fait, le sport comme média, donc médiation, pour aborder les notions scientifiques, et heu et mathématiques qu'ils peuvent voir en cours. Après, donc il y a eu une évolution là sur les 2 dernières années où on a transformé en fait, cette intervention où les collèges, venaient, par, la création d'une malle pédagogique où là, en fait, on va amener les outils scientifiques pour analyser le sport et les élèves et on a amené aussi des éléments numériques. Donc les élèves, en fait, vont pouvoir mesurer leurs performances sportives à l'aide de systèmes de mesure innovants et de mathématiques pour l'analyser et ensuite se comparer à de grands athlètes, donc comme, Usain Bolt, Bob Beamon, Marie-Amélie Le Fur et puis après, plus dans le domaine historique, Marais et Demeny. Donc nous, on a développé, 4 ateliers scientifiques où on aborde, des notions physiques ou mathématiques par l'intermédiaire aussi d'éléments pluridisciplinaires. Donc par exemple, Usain Bolt, ça va être, le sprint, donc sur 100 mètres et on va aborder les notions d'accélération, vitesse et cetera. Bob Beamon, donc saut en longueur, plus ancien, record, olympique, heu, qui a donc, explosé le record en 68, de saut en longueur et donc on a trouvé quelques anecdotes en fait autour de ça et on a pu amener des éléments pluridisciplinaires, de l'histoire, un peu d'anglais puisqu'on a pu retrouver Bob Beamon et on a fait une interview avec lui, donc qui est enregistrée. Il y a aussi, du français, de l'éducation civique, on a fait alors les maths et la physique évidemment. Ensuite, il y a Marais et Demeny qui sont en fait les pionniers de l'analyse du mouvement. Donc c'est eux en France, donc sans électricité, ils étaient capables d'analyser le mouvement. C'est eux qui ont créé en fait la chronophotographie et donc les premiers, films, avant les frères Lumière, c'est eux qui ont fait les premiers films et ensuite Marie-Amélie Le Fur qu'on a pu rencontrer et analyser aussi, son saut puisqu'elle est présidente du comité paralympique France et en plus, elle a le record du monde de saut en longueur dans sa catégorie. Donc on a pu, avec l'équipe de recherche, mesurer son mouvement et reconstruire en fait, interpoler, son mouvement pour recréer en fait son saut, en longueur. Donc je vais pouvoir vous montrer nos différents outils. Donc comme je disais, vous avez des ateliers scientifiques, des outils numériques. On a des cahiers pédagogiques virtuels où vous avez les ateliers et les éléments pluridisciplinaires en proposition. Des applications virtuelles qu'on a aussi développées où l'élève va pouvoir se comparer à l'athlète virtuellement. Et on propose des formations sur tout ça, pour, médiateurs scientifiques, enfin tout public qui pourrait être intéressé pour aborder ça auprès de jeunes. Et donc là, voilà la petite vidéo. Donc là, vous avez une malle, donc vous avez aussi des éléments de réalité virtuelle. Donc là, vous avez les 4 ateliers pédagogiques et scientifiques. Donc on a développé une interface où vous avez tout dedans. Donc là, vous pouvez voir, le saut en longueur. Donc vous avez une tablette qui permet de mesurer le saut en longueur et l'élève va pouvoir après analyser son saut. Ensuite, vous avez le sprint, donc dans le même principe, c'est des plots, une caméra et puis à partir d'éléments mathématiques, il va pouvoir ressortir toutes les données, d'analyse, du mouvement, en fait.
Ensuite, vous avez les applications 3D, donc qui peuvent être donc soit sur écran classique, soit en réalité virtuelle avec un casque et donc tout en échelle 1, bien sûr, en réalité virtuelle. Donc là, vous avez l'application Usain Bolt, donc vous pouvez voir le sprint d'Usain Bolt et évidemment, si vous voulez aborder des notions scientifiques, vous avez les courbes qui permettent d'aborder la vitesse, accélération, ordonnée, abscisse, et cetera. Et ensuite, l'élève, après avoir filmé sa course, va pouvoir rentrer toutes ces données et puis après, vous allez voir un avatar apparaître et il va pouvoir se comparer donc à Usain Bolt directement. Voilà. Et donc une autre application que nous avons aussi, c'est avec Marie-Amélie Le Fur. Donc là, l'élève, comme pour Bob Beamon, va pouvoir se filmer et récupérer ses données d'analyse du mouvement. Et ensuite, comparer son saut en fait, à celui de Marie-Amélie Le Fur, avec des notions d'angle, de vitesse, de hauteur. Donc là, nous, on a développé des logiciels. Ah, j'ai remis à 0, c'est parfait. Il a développé des logiciels qui permettent justement de faire ces analyses-là. Voilà, donc l'élève peut régler et puis se comparer directement à Marie-Amélie Le Fur. Et ensuite, là, vous avez un exemple donc de la réalité virtuelle, c'est-à-dire que l'élève, en fait, va pouvoir aborder des notions d'anatomie on va lui dire, voilà, il faut poser différents éléments pour pouvoir modéliser le corps, puisque en tant que chercheur en analyse du mouvement, c'est ce qu'on fait pour pouvoir analyser le mouvement, on le modélise et comment? Et voilà, en utilisant, en fait, en regardant en 3D où sont positionnés le pied, la cheville, le genou, et cetera. Donc ça leur permet de revoir un petit peu l'anatomie, d'utiliser la réalité virtuelle et de voir aussi, quand on analyse le mouvement, qu'est-ce qu'on regarde? On peut regarder donc le centre de gravité. Donc le centre de gravité, pour l'obtenir, on est obligé de modéliser ce corps. Et donc ça, à chaque fois, nous, on propose des formations pour pouvoir utiliser tous ces outils. Ensuite, voilà, donc on a développé des logiciels, d'analyse. Donc là, le logiciel que vous pouvez voir, c'est un logiciel qui a été créé le premier dans les années 80, de 90, c'est ça? Et qui permet d'analyser, donc faire en fait la même chose qui a été fait sur Bob Beamon, mais là en 2D et directement sur le saut de l'élève ou le mouvement de l'élève. Donc là, il va reconstruire chacune de ses articulations sur les différents points qui peuvent l'intéresser. Donc là, on est sur le saut en longueur, mais ça peut être aussi sur le saut, donc la détente verticale avec, Étienne Jules Marais et Georges Demeny. Et donc après ça, voilà, l'élève en fait a la chronophotographie de son mouvement et des données mathématiques en fait autour de ça, donc c'est-à-dire la position de sa main, la position de son centre de gravité et puis, dans le cahier pédagogique, va pouvoir remplir des éléments qui lui permettent d'aborder les notions, de toute manière quand on saute, quand on fait un saut en longueur, qui que ce soit, à partir du moment où on a décollé du sol, on aura, une parabole. On va faire une parabole avec notre centre de gravité. Donc voilà, c'est aussi intéressant d'aborder les notions de loi, que tout le monde est soumis aux mêmes lois physiques et lesquelles elles sont, là, par exemple, c'est les lois de la chute libre, et cetera. La gravité, tous ces éléments-là. Et donc là, après, nous, on a développé une application Android, mais là, vous avez, Kinovea, qui permet justement d'analyser, par exemple, le sprint d'un élève. Donc, il va regarder, on va poser des plots, il regarde son déplacement et ça permet d'obtenir la vitesse derrière, de rentrer les données dans l'application Usain Bolt et se comparer directement à Usain Bolt. Et ensuite, voilà, donc là, c'est nos cahiers pluridisciplinaires. On en a un par atelier et 2 pour la détente verticale puisqu'on a été un petit peu plus loin au niveau du saut en hauteur, donc la détente verticale. On a été jusqu'au niveau lycée. Et là, comme vous pouvez le voir, on a amené des éléments pluridisciplinaires. Donc nous, le cœur vraiment de nos classes sciences et sport, c'est l'EPS et un atelier scientifique et sportif où on se compare à un athlète de haut niveau. Et ensuite, vous avez des éléments complémentaires pluridisciplinaires qui permettent d'expliquer comment fonctionne le corps,
quel est l'historique qu'il y a derrière, puisque Bob Beamon, en 68, c'était le podium avec Carlos et Smith, les mains gantées. Donc, on peut parler de racisme aussi, avec Marie-Amélie Le Fur, de handicap. Donc, il y a aussi un panel important d'éléments pluridisciplinaires à voir en plus des sciences mathématiques et physiques. Et donc, vous avez accès aux 4 cahiers de cette manière-là. Et ensuite, évidemment, pour que les personnes qui utilisent tout le matériel ne soient pas perdues, on a évidemment mis en place des tutoriels et puis des webinaires. Donc là, vous voyez un petit peu notre offre. On propose de la location, de l'achat et des formations, évidemment. Donc après, si je vous parle un petit peu de ce qu'on a déjà mis en place, j'ai encore du temps, Léa? Alors, il vous reste un peu 2 minutes. 2 minutes? OK. Oui. Bon, 2 minutes. Donc nous, on a déjà mis en place, en fait, les classes sciences et sport auprès de collégiens principalement, mais on est ouvert à à d'autres publics puisqu'on pense que c'est quand même intéressant d'aborder ça même plus tôt ou alors même avec des adultes. Et donc on a mis ça en place dans la Vienne avec 4 collèges pilotes qui ont une grosse malle pédagogique, donc qui n'est pas celle qu'on met en location, mais qui a été achetée par le département de la Vienne. Et donc cette malle-là se transporte dans les collèges. Donc il y a un collège à Châtellerault, un collège à Rabelais, un collège à Lissac-les-Châteaux et un collège à La Roche-Posay. Et donc là, sur l'année, en fait, ils ont été formés sur une journée sur la malle et toutes les classes sciences et sport. Et ils mettent ça en place. Soit ils font des demi-journées thématiques sur les classes sciences et sport, soit c'est directement pendant les cours de physique, de maths ou d'histoire où ils mettent ça en place. Mais on aimerait bien aussi développer ça auprès peut-être des interventions d'une demi-journée, des ateliers, mettre ça en place donc auprès de différents publics en dehors des collèges aussi. Et on a aussi pu intervenir dans le Val d'Oise, donc au CEDEFAS à Aubonne, auprès d'enseignants et de collèges, donc à peu près dans le même principe. Là, ils ont des malles qui sont plus petites, qui sont plus facilement transportables et qui passent aussi dans 6 classes par an. Et donc ça, c'est organisé par le département du Val d'Oise. Et donc à chaque fois, on a eu d'excellents retours, les enseignants étaient très contents, et ils prenaient, en tout cas, les ateliers étaient vraiment faits de A à Z et ils s'inspiraient aussi du pluridisciplinaire qu'on proposait pour les enseignants d'histoire ou de MC. Super. Voilà, Merci merci. beaucoup, Léonie, pour cette belle présentation. Voilà, et la présentation de tous ces ateliers, c'est super intéressant. Et Valentin, merci pour le départage de. Et Valentin, si tu veux bien partager ton écran. Yes. Alors, tac. Donc là, c'est les actions de médiation avec Cap Chance et les partenaires sportifs. Ça a bien fonctionné? Oui, c'est super, on est en plein Ok. Bon, en tout cas, merci Léa, merci Geneviève et merci Léonie, puisque moi, c'est mon premier encart du réseau en tant que spectateur et participant. Voilà, c'est mon premier. Donc, j'adore le format. Ça va être complémentaire de ce que vous avez dit toutes les deux. De mon côté, ça va être plutôt un partage sur le terrain. Donc, moi, je suis chargé de médiation sur Cap Science, mais pas seulement, puisqu'en fait, Cap Science, c'est également des antennes qui sont sur la métropole. Et moi, je suis justement en charge de la médiation sur sur 2 de ces antennes-là, donc celle de Côté Sciences, Air et Espace, où je suis d'ailleurs aujourd'hui, donc sur Mérignac, dans un quartier proche de l'aéroport, et également sur une autre antenne sur Floirac, voilà, qui va pour les 2 en fait, voilà,
qui ont pour mission, en tout cas pour ces 2 antennes-là, de faire de la culture scientifique dans les quartiers politiques de la ville. Donc, en fait, on est en lien direct avec les habitants, avec les autres structures. Et c'est pour ça que, justement, Léa m'a convié à ce rencard-là. C'est pour expliquer un peu tout ce travail avec les acteurs du territoire pour mettre en place des actions pertinentes, cohérentes et au goût du public de ces quartiers-là, avec le sport qui est le sujet d'aujourd'hui, mais aussi d'autres actions. Voilà, donc ça, c'était juste pour remettre un petit peu dans le contexte de mes missions. Et donc, je travaille sur 5 communes différentes. Et donc, chacune de ces communes ont leur quartier politique de la ville. Et donc, si on devait vraiment, en quelques points, retracer les similitudes de ces publics-là, de ces quartiers-là, la culture du sport, elle y est toujours. Qu'on y mène quoi que ce soit d'autre en termes de culture scientifique ou d'activité, on cherchera toujours à mettre un acteur sportif dans des actions de quartier, dans des formats pieds d'immeuble, dans des manifestations, dans des événementiels, puisqu'en fait, quand il n'y a aucun acteur, les jeunes, que ça soit les préados, comme vous l'avez très bien présenté toutes les 2, ou les un peu plus âgés, en fait, ils vont faire du sport. Ils vont faire du sport entre eux. Ils vont utiliser les équipements qui sont à proximité de chez eux ou leurs propres outils ou matériel, mais ils vont en faire. Donc, en fait, derrière ça, en les questionnant un petit peu et avec le lien avec ceux avec qui on a l'habitude de travailler, c'est le côté vraiment accessible et ludique. En fait, ils s'amusent. Ils s'amusent et il y a quand même ce côté où on compare les performances avec les copains, on compare les performances avec les adultes, avec les grands frères, les grandes sœurs, etc. Donc, il y a vraiment ce jeu où le regard de l'autre est très important et où justement, nous, on commence à voir certaines limites aussi de ce regard-là, avec des barrières psychiques, voilà, où nous, on a pu constater que les sciences, alors les sciences très larges, parce que le sport est une science, vous l'avez très bien prouvé toutes les 2 avec votre présentation et avec vos expertises, mais en fait, la représentation qu'ils ont des sciences, c'est fait que c'est pas pour eux. Et de ça, il vient le fait qu'ils ont une peur parfois maladive de l'échec. Et donc, ils ne vont pas se mettre en situation d'échec, alors que le sport, comme c'est ludique et accessible, même s'ils sont moins performants, ça fait partie du jeu parce qu'ils savent qu'ils peuvent progresser. Donc, c'est sur cet axe-là, en fait, où on travaille, nous, en tout cas sur les côtés sciences et sur mes missions, avec d'autres acteurs du territoire pour avoir la même visée, pour avoir justement le même travail et qu'on ne soit pas en décalage dans nos discours et dans nos pratiques. Voilà, donc ça, c'était vraiment pour refaire un peu l'historique. Donc, en quelques photos, retracer un petit peu l'historique de nos expérimentations. On s'est inspiré un petit peu de ce qu'avait fait un programme de la NASA, donc aux États-Unis, avec le programme Training Like an Astronaut, qui était un dispositif qui visait justement à lutter contre l'obésité, le surpoids et pour réduire considérablement les risques sanitaires et de santé liés à une mauvaise alimentation et un manque d'activité physique. Et en fait, nous, on l'a tourné autrement. On a, dans nos thématiques de prédilection, le thème de l'astronomie et de la conquête spatiale et de l'aéronautique. Et on s'est dit, pourquoi pas lier cette thématique-là avec une approche plus sportive. Et donc, on a créé notre atelier l'entraînement des spationautes, où en fait, on reprenait des éléments sportifs ou psychiques, hein, vraiment des petits tips d'entraînement, des vrais entraînements de spationautes, donc sur le renforcement musculaire, sur le temps de réaction, sur l'acuité visuelle, sur des petits mécanismes d'équilibre, etc. Enfin, sur plein de pratiques physiques et mentales, où justement le public pouvait s'entraîner comme s'il était en cours de formation pour potentiellement partir dans l'espace. Donc effectivement, l'approche, elle est complètement différente puisque en fait, quand ils voient des tapis, qu'ils voient des petites plateformes d'équilibre ou carrément quand on déploie le gros truc, le petit manège qui est le siège rotatif, à aucun moment, ils se rendent compte qu'ils font de la science en fait. Donc c'était un peu ça notre porte d'entrée et ça marche très bien et tout le monde se prête au jeu.
puisqu'il y a toujours cette image de se comparer. Donc, les petits vont faire, mais les grands sont quand même attirés par ce que vont faire les plus petits et les plus grands entre eux veulent essayer d'avoir le meilleur temps. Donc, moi, on m'a déjà essayé de me prendre sur la durée du gainage ou sur le nombre d'exercices au sol. Bon, ils ont été déçus puisque je tiens très bien les exercices. Mais voilà, l'idée, c'était qu'ils puissent pouvoir se comparer. Et derrière, nous, on donne un peu comme tu disais, on donne de la donnée. Pourquoi les hommes et les femmes qui partent dans l'espace font ça? À quoi ça leur sert? Et donc derrière, il y a tous ces discours justement sur les effets de l'apesanteur sur le corps, sur le squelette, sur les organes, etc., etc. Donc en fait, on a vraiment cette approche qui a un biais, qui a un média pour pouvoir après derrière aller à des questionnements beaucoup plus profonds et auxquels en fait, ils ne se rendent même pas compte, mais ils posent après des questions plus sur l'espace que sur le sport et sur l'exercice qu'il vient de faire. Donc le petit challenge, il est réussi. Donc voilà pour cette première expérimentation. Voilà d'autres petites photos où on les fait bien, on les torture un petit peu. Hop là. Mais voilà, en gros, comme je vous le disais, le bilan, il est assez positif, mais il y a quand même un mais, c'est que même si on a des barnums, même si on a des écorchés, un squelette grandeur nature, les combinaisons, heu, si on est dans un espace public, tout seul, ça manque un peu de visibilité. Donc c'est là où les partenaires interviennent puisque comme on est en quartier politique de la ville et que nous, nos actions, elles s'inscrivent dans une démarche de dynamique de quartier, on n'est pas les seuls à le faire. Et justement, on s'était dit, pourquoi faire chacun notre truc de notre côté? Pourquoi nous, on ferait ça, un autre partenaire ferait un truc de son côté et encore un autre un peu plus loin? Ça fait un peu événementiel, mais donc, les gens passent un bon moment, mais il n'y a pas forcément de cohérence. Donc nous, on s'est rapprochés avec des acteurs qui, pareil, avaient à peu près la même vision que nous du partage, de travailler sur un tronc commun, c'est-à-dire d'avoir un atelier où justement on peut mutualiser nos compétences, notre savoir-faire et nos équipements pour pouvoir proposer un atelier combiné. Et c'est ce qu'on a fait en fait en 2020 avec Drop de béton, donc une association qui utilise le rugby citoyen pour justement travailler sur les comportements, pour développer la pratique sportive chez les jeunes, chez les filles notamment aussi, pour justement lutter. Enfin voilà, il y a tous les petits objectifs que j'ai mis à côté de ma présentation. Voilà, donc en fait, ils ont des dispositifs, ils ont des structures, comme vous pouvez le voir, des structures gonflables qui, elles, sont très visuelles. Quand on déploie une structure comme ça au milieu des tours, on peut facilement passer à côté, ce qui est carrément le but. Et on s'était dit que c'était carrément bien d'utiliser leur structure dans nos ateliers. Et nous, du coup, la contrepartie était de les former sur le discours et sur notre parcours de spationautes. Et c'est ce qui s'est passé. Donc là, en bas, sur les deux photos du bas notamment, donc vous avez Frédéric et Antoine, qui sont deux médiateurs de terrain de drop de béton, qui ont été formés en fait sur notre activité. Ils ont, sur toute une demi-journée, appris le discours, une petite chronologie des ateliers pour pouvoir le dynamiser. Et là, en fait, ils ont du public et ils sont capables de l'animer. Nous, on est à côté en train de faire complètement autre chose. Et ça permet aussi, sur un grand groupe, de pouvoir le scinder en deux et de pouvoir proposer aussi une rotation et un roulement qui est beaucoup plus efficace et dynamique aussi sur ce genre de temps. Donc voilà, on l'a déployé post-Covid. Et ça a plutôt bien pris, si bien qu'à chaque fois qu'on était ensemble sur un même territoire, sur un même terrain, en fait, on ne se posait même pas la question, on se réunissait, on aménageait, on faisait un plan d'implantation spécifique avec leurs ateliers, les nôtres, pour proposer un entraînement des spationautes un peu plus. Voilà, c'était un peu l'objectif. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien et on a eu d'autres partenariats aussi, donc c'est très bien. Donc Geneviève, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, ça remonte à vraiment un bon moment quand je suis venu t'emprunter du matériel. Mais parmi les autres partenariats qu'on a pu avoir sur des actions, encore une fois, de quartier, donc là, ça se passe sur la rive droite de Bordeaux, vers le quartier La Benauge,
entre Stalingrad et Florac. On avait donc le club des Girondins, le club de handball, qui en fait était enfermé dans une démarche où ils accueillaient du public, en gros leurs licenciés, pour pouvoir faire des entraînements, les tournois, les matchs avec leurs jeunes. Mais ils étaient vraiment enfermés dans cette petite routine-là et ils auraient aimé justement développer d'autres approches, puisque, à part le sport, certains de leurs jeunes s'intéressaient à rien d'autre. Et en fait, ils se sont dit, mince, on est en train d'enfermer encore plus des jeunes. Et si jamais ils ne font pas du sport après, ce serait dommage de ne pas les ouvrir à d'autres choses. Donc, c'est en ça où ils se sont approchés de CapScience et donc de mon ancienne responsable Alexia Saunois, qui est aujourd'hui sur les missions d'inclusion, pour pouvoir imaginer deux formats. Un format événementiel, justement, qui ne sera pas que du sport, et un format aussi programmation vacances, qui était un format qui leur tenait très à cœur, où justement, le matin, c'était ouverture à d'autres cultures. Ils allaient voir un musée, ils allaient voir une galerie, ils allaient au cinéma, ils allaient faire autre chose que du sport. Donc, c'est là où nous sommes intervenus, où j'ai pu animer auprès de ces jeunes-là. Et après, eux, l'après-midi, ils avaient de nouveau leur entraînement. Mais comme ça, leur journée n'était pas entièrement aux couleurs du sport. Ils allaient voir d'autres éléments sur leur journée. Et donc, le format événementiel, donc avec Impulscience et Bouge ta santé, où on a pu justement emprunter dans ce cadre-là les dispositifs d'Imaginex, qui ont d'ailleurs très bien plu, puisque le côté je teste mes performances, j'ai de la donnée derrière et je comprends comment le sport il a évolué avec la science et comment la science a fait évoluer le sport. Et une approche qui a vraiment séduit, puisque en fait, si on ne leur met pas ça devant le nez, ils s'y interrogent pas du tout. Et c'est ça qui est assez curieux justement sur ces dispositifs-là et et le fait que ça ait bien plu également. Donc voilà, donc pour partir aussi des stéréotypes, puisque c'était très rigolo avec les jeunes et donc avec ce partenariat, ces événements-là, on les appelait en blues et en basket, avec les deux stéréotypes du scientifique qui est en blues et le sportif qui est en basket. Et en fait, quand on parlait de en blues et en basket, on savait qu'on avait une action sport et sciences. Et en fait, les jeunes, ça leur bottait bien, puisque ça leur donnait un peu une identité, une double identité, une double casquette qu'ils n'avaient pas jusque-là avant, où les sportifs étaient qu'en basket et les scientifiques qu'en blues. C'était un moment aussi où chacun s'y est retrouvé et pas des amitiés sont nées, mais en tout cas, des personnes se sont intéressées à plus largement de leur pratique et de ce qui était possible de faire à leur âge. Voilà, donc ça, c'était un autre exemple. Et dans les exemples plus farfelus, voilà, ce sera le dernier exemple avant les petites questions, s'il y en a, qu'on a pu avoir, en tout cas sur les côtés sciences. C'était de détourner des équipements publics ou municipaux, et notamment des piscines, puisque les piscines sont des lieux assez fermés. Donc, ça nous a fait petit challenge et ça nous a fait plaisir de pouvoir ouvrir les portes de ces équipements-là. Donc, la piscine municipale de Mérignac, où dans le cadre d'une semaine de l'espace, donc un de nos événements phares et récurrents tous les ans depuis 2011 sur notre antenne de Mérignac a lieu. Et donc, on a utilisé la piscine municipale avec d'autres partenaires justement pour proposer en apnée ou en bouteille la reconstitution d'un satellite sous l'eau, donc pour le côté micro-apesanteur, donc de pouvoir réunir des collégiens, des élémentaires et du tout public. En tout cas, c'était l'idée, puisque voilà, les collégiens, sur des laps de temps et accompagnés, ça a très bien marché. Mais sur le tout public, on a été malheureusement victime d'un caprice du responsable du lieu. Donc, ça permet aussi de montrer aussi les petits échecs, alors qu'on ne l'a pas pris pour un échec, mais vraiment pour un gros dommage. Le responsable, en fait, l'après-midi, on aurait dû ouvrir au grand public. Il a dit, non, en fait, on ne va pas le faire au dernier moment. Et comme c'est son équipement, on a été très déçus et on a été un petit peu en colère, même beaucoup en colère. Mais comme l'équipement ne nous appartient pas et qu'il y a des choses qui peuvent s'y passer, si au dernier moment il y a un caprice, ça montre aussi que c'est les limites de ce genre de partenariat aussi. C'est qu'on dépend quand même d'un équipement quand on imagine tout un scénario et une implantation d'ateliers dans ces lieux-là.
et donc sur la piscine municipale de Bassins. Donc, rien à voir avec le sport, à part le lieu qui est la piscine où normalement on fait de la natation. Dans le cadre de leur événement Fête numérique, qui pareil a lieu tous les ans, en début d'année, on a détourné la piscine en terrain de jeu pour des robots, donc notamment des drones en mode hydroglisseur, pour que des jeunes, déjà qui n'étaient jamais allés à la piscine, ils sont allés avec des robots pour pouvoir justement les programmer, utiliser cet équipement autrement. Voilà, donc ça, c'était mes petits partages sur, voilà, le travail de médiation que j'ai pu mener ces dernières années sur les côtés sciences. Et puis, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas. Voilà pour le petit partage. Merci beaucoup, Valentin. Merci à tous les trois pour vos interventions. C'était très intéressant de voir qu'on peut vraiment lier le sport et les sciences à travers différentes actions, différents outils. Et si vous avez des questions, voilà, comme disait Valentin, n'hésitez pas, vous pouvez lever la main, écrire vos questions sur le chat. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je crois qu'il y a Simon qui a levé la main. Simon, ça, non? Oui. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour la présentation. J'ai une question mais qui s'adresse à vous trois en fait. On a beaucoup parlé de médiation pour les jeunes, notamment collégiens. Est-ce que vous avez des choses que vous proposez pour un public un peu plus âgé, les adultes et puis éventuellement pourquoi pas les seniors même? Est-ce que Je peux prendre la parole. Voilà. Je peux prendre la parole. Oui. Alors oui, pour répondre à ta question, Simon, dans nos actions, on a les ressources, on peut vraiment les orienter. C'est-à-dire que c'est la posture qui va beaucoup changer ou parfois l'approche de l'atelier. Pour donner un exemple, sur l'entraînement des spationautes, on a déjà formé des enseignants. Donc, toute l'équipe pédagogique, moi, ça fait des années justement un établissement scolaire sur Mérignac qu'on forme toute l'équipe pédagogique pour qu'ils soient en mesure de mener cet atelier-là auprès de leurs élèves. Et donc, c'est un petit jeu marrant où eux, pareil, ils se forment sur ce dispositif-là, sur une approche qu'ils n'ont pas du tout l'habitude d'avoir, un peu de pédagogie détournée. Et après, dans les quartiers, c'est directement les parents qui sont sur place où moi, je déteste voir les parents spectateurs de l'animation. Donc, s'ils sont là en famille, c'est que ils vont faire les activités et ils se prêtent facilement au jeu. Je suis d'accord, nous aussi, sur les classes sciences et sport qu'on a pu mettre en place auprès de collégiens, en fait, les profs, nous aussi, on forme les enseignants et en général, ils aiment bien ça. Même quand on fait des petits ateliers qu'on a pu faire sur des demi-journées auprès d'enseignants ou d'autres personnels de médiation scientifique, en général, ils se prennent très bien au jeu et puis on peut aborder des notions scientifiques de façon fun aussi avec nos dispositifs. Ok, merci. Oui, sur le cas d'Imaginex, en fait, la finalité était de toucher des jeunes. Donc, nos investisseurs, enfin nos financeurs plutôt, avaient comme attente qu'on s'adresse uniquement à un public de jeunes. C'était ça qu'ils reconnaissaient. Par contre, on a effectivement formé les entraîneurs sportifs systématiquement, puisque comme on était dans les clubs et que c'était eux qui étaient aussi maîtres de la séance sur l'approche sportive, eux, ce qu'ils nous ont tous dit à la fin de l'expérience, c'est ils ont adoré, ils veulent recommencer. Par contre, ce qu'ils nous ont tous dit, c'est qu'ils ne voulaient pas recommencer tout seuls parce que s'approprier la connaissance, la notion scientifique et faire l'animation en même temps qu'eux, ils sont quand même à la base là pour enseigner la pratique sportive. Et en fait, à chaque fois, leur retour, ça a été seul, c'est trop compliqué de s'approprier l'outil. Mais après, en dehors de ces adultes-là, on n'a pas été touché d'autres types d'adultes parce que ce n'était pas la finalité du projet. Ok. D'accord, merci à tous les trois. Manuela, tu as une question? Attends, je non, c'est pas connecté là. C'est une question complémentaire à celle de Simon, parce que tu as touché
un public plus âgé. Et moi, je pensais à un public encore plus jeune, puisque la cible, on a vu essentiellement collège, voire lycée. Mais pour les primaires, en fait, est-ce qu'il y a des déclinaisons des beaux ateliers pour cette cible-là? Nous, au CRIT, oui, c'est complètement possible. Après, ça peut même être des éléments en fait qu'on écrit ensemble, suivant les profils. Je laisse les autres répondre, si vous Oui, souhaitez. Geneviève, est-ce que vous voulez répondre ou Valentin? Oui, moi je peux. Je ne sais pas si Geneviève voulait prendre la parole, je ne vois pas sa miniature. Nous, c'est pareil, c'est complètement adaptable. Et d'ailleurs, on l'adapte. L'entraînement des spationautes, on va dire qu'il va y avoir 3 difficultés possibles, avec une vigilance plus soutenue pour les plus jeunes, justement. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais quand on pratique le sport, il peut y avoir des mauvaises postures. Donc, nous, on les accompagne aussi dedans et on fait de la médiation justement sur les postures. Et comme disait Léonie, on va pouvoir aussi, comme ça, donner des éléments d'anatomie, de vigilance et de compréhension de son corps pour pas aller tout de suite dans les limites et dans le côté malmener son corps. Donc, on va être vigilant avec les plus petits. Et puis après, ceux qui sont très sportifs, pareil, on va pouvoir avoir un niveau beaucoup plus dense aussi. Et après, dans les ateliers qui ont été développés, il y en a qui étaient plus dédiés aux enfants de 8-10 ans. Ils adhèrent aussi. Le tout, c'est d'adapter la proposition. Peut-être que les enfants de 8-10 ans, ils ont plus travaillé en équipe dans ce qui leur était proposé. C'est-à-dire que ce n'était pas obligatoirement tout seul qui faisait le test ou l'expérimentation, mais plutôt ils se mettaient à plusieurs pour le réaliser, parce qu'il y avait un peu plus d'entraide peut-être, et aussi parce que l'esprit compétitif qui apparaît un peu plus tard dans les groupes qu'on avait choisis aussi, on en avait choisi qui étaient vraiment des compétiteurs, et d'autres qui étaient là pour faire plus du sport plaisir. Et on s'est rendu compte que les compétiteurs, ils étaient beaucoup plus exigeants parce qu'en fait, ils étaient là avant tout pour améliorer leur performance sportive plus que pour découvrir les sciences. Donc, ils avaient une attente de l'atelier qui était comment leur permettre d'aller plus loin et mieux dans leur performance. Mais ils ont quand même tous poursuivi, c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu d'abandon. Il y a eu quelques fois de la réadaptation sur ce qui était proposé, mais pas d'abandon. Donc, globalement, voilà, ça matchait bien cette approche notion scientifique et réutilisation, mais différemment. Sur les petits, c'était plus un travail de groupe. D'accord, merci. Nicolas, vous avez une question? Oui, bonjour à tous. Bonjour. Donc, Nicolas Becker, je suis enseignant en EPS, en école d'ingénieur à Lansmar au Futuroscope, une école d'aéro, et j'avais une question pour Geneviève. Donc, tu nous as parlé en fait que des étudiants s'investissent dans le projet Imaginex, et je voulais savoir si, alors déjà, d'où ils venaient ces étudiants par rapport à leur cursus, savoir s'ils avaient du temps dans leur formation pour faire ça, et également savoir s'il y avait une évaluation, si ça leur apportait quelque chose voilà, dans leur cursus d'étudiant. Alors là-dessus, voilà, ça a été une phase compliquée parce qu'il a fallu négocier avec chaque composante la façon dont l'implication des étudiants allait être reconnue. Donc, dans les étudiants qu'on avait, on avait des étudiants d'IUT, des étudiants de la faculté des sciences, des étudiants de l'école d'ingénieurs de Nancy et des doctorants. Les doctorants, ils l'intégraient dans une approche démarche de culture scientifique dans le cadre de leur travail de… Alors, ce n'était pas directement en lien avec leur travail de thèse, mais c'était, on va dire, l'engagement dans une action en même temps qu'ils réalisaient leur thèse, l'engagement dans une action de médiation de culture scientifique. Donc là, ceux qui étaient volontaires, ça a très bien matché et on a travaillé aussi avec l'école doctorale. D'ailleurs, aujourd'hui, Récréation fait de la formation dans le cadre de l'école doctorale pour pouvoir mettre en place des projets de culture scientifique et de médiation avec des doctorants. Ensuite, on a travaillé avec IUT où là, dans certains cas, c'était intégré directement dans leur projet. Je pense notamment sur la partie génie civil.
Ils ont travaillé sur des structures, ils ont réalisé des maquettes. C'était intégré dans le projet. Il y avait un tuteur pédagogique. Donc là, on a négocié, entre guillemets, au départ avec le tuteur pédagogique que dans l'année qui allait venir, ils allaient pouvoir mener à bien ce projet et ils intervenaient dans les clubs, mais pour développer cette maquette et concevoir la structure sportive. Après, on a travaillé avec des élèves ingénieurs où là, c'était sous la forme de bonus. Ils étaient bonifiés et c'était en dehors du temps scolaire. Donc, les animations, souvent, elles étaient le soir, de toute façon, le soir. Donc là, il a fallu aussi qu'on cale les emplois du temps des étudiants. Après, pareil, avec la faculté des sciences, ça dépendait des formations. Mais en fait, on a fait une étude un peu au cas par cas. On a sollicité les doyens, les responsables de formation. Et à chaque fois, globalement, ils ont bien adhéré. À chaque fois, il fallait rencontrer les étudiants. On a travaillé avec l'IUT de Brive aussi, l'IUT GE2I, où là, ils faisaient déjà de l'accompagnement scientifique, le format STEP. Donc, on l'a intégré dans cette démarche-là. Et ils intervenaient au niveau dans le cadre de la politique de la ville, des mercredis après-midi. Voilà. Donc, à chaque fois, ça demande quand même une grande réorganisation, enfin, organisation et parfois réorganisation pour réussir à le faire fonctionner. C'est vraiment à gérer à chaque fois avec chaque composante. Mais bon, voilà, après, ça a été aussi l'université qui a accepté qu'il puisse y avoir de la bonification, voilà. Mais c'était pas uniformisé pour l'ensemble des composantes. Moi, si je peux juste partager mon expérience là-dessus. Donc, pendant mon doctorat, moi, je suis intervenue avec l'Espace Modeste France auprès donc, de collégiens et de lycéens en tant que femme et sciences. Et c'était bonifié par l'école doctorale, justement, comme formation. Alors, ça doit être formation transversale, quelque chose comme ça. J'avais même une obligation, en fait, d'intervenir auprès des collèges, puisque j'avais une bourse cofinancée par la région. Voilà, donc je sais, que ce soit l'école doctorale SISMI ou CIME, les deux, normalement, ils ont la case intervention auprès de collégiens, lycéens. Il faut voir directement, je pense, avec les écoles doctorales. Après, en licence 3, je ne sais pas si ça se fait toujours, parce que du coup, c'était il y a un certain temps. Mais sur un an, nous, je sais qu'on avait des projets où on était obligés d'organiser quelque chose de pluridisciplinaire. Donc, moi, j'ai monté une association. Hein, donc, ça peut être aussi dans ces cadres-là. Voilà. Et donc, ça, c'était à l'université de Poitiers. Ok, merci. Merci pour vos réponses. Je vais essayer de voir ce que je peux faire à l'ANSMA. Je pense que je vais garder contact avec vous pour avoir des… Oui, voyez avec la SISMI et la CIME, les deux écoles doctorales. De toute manière, c'est la même secrétaire pour les deux. Donc, Ok, merci. De toute façon, on vous transférera les adresses mail des 3 intervenants et intervenantes à la fin du rencard. Comme ça, vous pourrez leur poser directement les questions. Oui, il y a une main levée pour les petits débrouillards. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Sarah, animatrice chez Petits Débrouillards. Je voulais juste vous poser une question vraiment pour le coup sur le terrain, parce que donc Petits Débrouillards, on participe aussi à des événements sport, bien-être, etc. Et souvent, on est un peu l'atelier plus calme au milieu des ateliers sportifs, on va dire. Enfin, des fois, c'est un peu comme ça qu'on est présenté, même si on essaye de faire quelque chose de très dynamique. Et je voulais voir un petit peu comment… Alors, je suis désolée, j'ai reçu un appel donc pendant la visio, donc j'espère que ce ne sera pas la répétition pour vous. Mais comment vous arrivez à intégrer finalement ces moments peut-être d'explication, comme par exemple, on parlait des astronautes et de la pesanteur, comment on arrive à intégrer dans des moments ultra dynamiques où on est vraiment dans de la compète, des moments un peu plus explication, on va dire transmission. Comment vous faites plutôt au début, fin, en plein milieu justement? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole du coup pour répondre à la question? Alors, nous, quand on fait les ateliers, enfin, en classe sciences et sport, en général, on fait plutôt l'activité au début avec échauffement, après une petite introduction. Et après, c'est vrai que nous, sur nos projets, en général, ça les motive pas mal de faire les calculs parce qu'après, ils vont les rentrer dans l'application pour se comparer à l'athlète.
Donc, on arrive quand même à les faire se poser un petit peu 5 minutes, même en groupe. En général, ils sont plutôt en groupe, hein. Et voilà. Enfin, j'ai jamais eu de problème, moi, justement, pour les reconcentrer derrière, là-dessus. En fait, ça dépend complètement du format et du contexte. Si on est dans un contexte scolaire, ils ont déjà en fait, tous Mmh. les codes de l'attention et comme il y a la figure enseignante ou, du professeur ou de l'équipe pédagogique qui est derrière, ils vont être dans cette démarche, d'écoute et d'apprentissage. Et après, si on est sur, plutôt un pied d'immeuble format quartier, tout est une question de dosage entre, eux, pourquoi ils sont venus et qu'est-ce qu'ils sont capables, de vouloir acquérir. Et donc ça, en fait, c'est vraiment le terrain, c'est avec la bonne intuition de pouvoir juste doser et de faire pas un deuil, mais de ne pas se frustrer à ne pas pouvoir leur donner tout, la médiation et tout le travail qui a été fait justement de médiation scientifique en amont et qu'on pourrait leur transmettre. Nous, notre mission, en tout cas à Capscience, ça va être, qu'ils passent un bon moment et qu'ils retiennent 2-3 informations en s'amusant, mais pas l'intégralité. Et après, on va jouer surtout, comme je disais tout à l'heure, sur les rythmes. Quand ils auront fait 5 minutes de gainage, après, ils auront bien voulu souffler. Ils seront complètement à l'écoute et en fait, c'est le bon moment, pour, pouvoir donner du contenu pour, quelles sensations déjà? Quels sont les endroits là qui ont été sollicités? Pourquoi à votre avis ça nous intéresse de solliciter ces endroits-là? Et en fait, comme ils sont en train de vivre l'expérience et ou qu'ils l'ont subi, l'écoute, elle est beaucoup plus, efficace. Et après sinon sur, les autres temps, sur les temps de réaction, sur, l'équilibre, on va jouer justement sur une phase dynamique, une phase calme, une phase dynamique, une phase calme pour que justement, déjà, ils ne soient pas, morts à la fin de l'activité au bout de 15 minutes, mais qu'ils peuvent les enchaîner et au contraire revenir sur une activité qui leur a plu, un peu comme le dispositif de Léonie, de pouvoir, améliorer sa performance. Ça les intéresse beaucoup et en fait, ils reposent même eux les questions et comme ça, nous en fait, quand ils reposent la question, c'est vraiment gagné puisqu'on peut aller encore plus loin. Ok, merci beaucoup pour les informations et vos retours. Bon, merci beaucoup en tout cas pour les questions. Voilà, comme je vous disais, si vous avez d'autres questions, on vous transmettra les adresses mail de Valentin, Geneviève et Léonie. Alors, je vais vous partager une dernière information. Hop, est-ce que vous voyez l'écran? Alors, tac. Oui, c'est bon. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Donc, le prochain rencard aura lieu le 16 mai, toujours pendant 1h à 1h15, sur le thème du numérique. Et on vous communiquera le lien sur Ecosciences. Pour information pour celles et ceux qui ne connaissent pas, on organise le forum Club Médiation du 31 au 1er juin au VVF du Cap Ferré. Voilà, c'est un événement que l'on organise pour se retrouver, parler de nos expériences, participer à des ateliers sur 2 jours. Donc, c'est vraiment destiné à tous les acteurs et actrices scientifiques de Nouvelle-Aquitaine. Et on vous communique, on a déjà mis le lien d'inscription sur Ecosciences. Et en parlant d'Ecosciences, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, donc c'est vraiment une plateforme d'échange où vous pouvez vous en servir pour mettre vos événements, des retours d'expérience, mais aussi pour vous tenir informé de l'actualité. Par exemple, on va ouvrir les appels à projets Fête de la Science 2023, le club médiation, le prochain rencard. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà. Et merci à tous les trois pour votre présence, pour vos interventions. C'était très intéressant. Voilà. Et je pense que c'est tout. Il n'y a pas de questions ni rien d'autre en attendant. Merci à toi, Léa, pour l'invitation. Ouais, merci pour l'invitation. Donc moi aussi, hein, c'était premier rencard et Oui. première présentation. Avec plaisir. J'espère que ça vous a plu. Voilà, c'était un exercice pas facile, même pour moi. Merci beaucoup, Léa. Avec plaisir et à très bientôt, donc au 16 mai pour le prochain rencard. Merci beaucoup, Léa. Au revoir à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À bientôt.